Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de football, disait l'écrivain Albert Camus, grand amateur de football tout au long de sa vie. Entrer dans un stade, lors d'un match de football notamment, est un voyage dans un autre monde. Qualifiés de cathédrales, de temples ou encore de chaudrons, les stades constituent des espaces de liberté émotionnelle, où les individus adoptent des attitudes débridées qu'ils n'auraient pas dans d'autres univers sociaux. Les supporters y sont sensibles, car c'est dans ces lieux que se vivent, collectivement, les émotions sportives. Pour eux, les stades ne sont pas de grands équipements structurants, mais des espaces vivants et vécus, des espaces de fête, de communion, des espaces qui ont une histoire faite de victoires, de défaites, de joie, de déceptions. Pourtant, parfois, le stade ne joue pas son rôle de lieu de vie et de convivialité, et n'est plus l'endroit où l'homme est le plus heureux du monde. Étant donné que le stade rassemble et mobilise une forte concentration humaine dans un espace réduit, il a pu servir de lieu d'attaque, et devient tristement le théâtre de conflits armés lors de périodes de guerre. D'ailleurs, l'opposition dans le stade, autour du ballon rond, entre deux équipes, est bien une métaphore de la guerre. Les passions les plus fanatiques et les plus belliqueuses s'y reflètent. Tout au long du XXe siècle, à plusieurs reprises, les stades ont été les lieux d'attaque militaires, au sein d'un même État ou dans les territoires d'un pays colonisateur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du tragique massacre survenu au stade Croke Park, en Irlande. Si le stade le plus grand de l'île a pu accueillir des matchs de rugbymen irlandais en 2007 et 2010, ainsi que ceux de l'équipe de football irlandais, Croke Park a connu, cependant, une tragique histoire, sanglante, survenue un dimanche d'automne 1920, tristement restée dans les mémoires comme le Bloody Sunday. Le Bloody Sunday, dimanche sanglant du 21 novembre 1920, fait référence à une journée de grande violence en Irlande, se déroulant pendant la guerre d'indépendance irlandaise. Elle démarre par l'assassinat de 14 policiers britanniques par l'IRA, alors commandité par Michael Collins. En réponse, les Britanniques ouvrent le feu sur une foule d'Irlandais innocents réunis au stade de Croke Park pour assister à un match de football gaélique. Pour situer cette journée dans son contexte, il n'est pas sans savoir que l'Irlande a été ébranlée par une terrible guerre d'indépendance depuis 1919, opposant les nationalistes irlandais aux forces britanniques. Depuis plusieurs siècles déjà, l'Irlande vivait sous domination britannique, une situation d'extrême tension qui a été source de tentatives de soulèvement de la part des Irlandais. Le gouvernement proposa donc dès 1870 de lancer un projet nommé Home Rule en vue de calmer la montée nationaliste irlandaise. Ce dernier consistait alors à donner à l'Irlande une autonomie interne jusqu'alors jamais acquise. Mais ce texte fut toujours rejeté jusqu'à l'année 1918 où il est finalement adopté. Peu de temps après, le parti Sinn Féin, parti politique irlandais luttant contre la présence britannique, fonde un parlement irlandais officiel. Ce parlement est convaincu que la lutte armée est la seule solution et décide d'instrumentaliser la lutte par l'intervention de l'IRA, groupuscule armé dirigé par Michael Collins. En 1920, les tensions entre les deux camps sont vives, principalement depuis que Michael Collins, leader révolutionnaire irlandais et ministre des Finances de la République irlandaise, mène des actions de guérilla qui terrorisent de plus en plus les troupes anglaises et les Auxies. Afin de localiser et d'anéantir Collins et l'IRA, le gouvernement britannique réorganise l'administration au château de Dublin et intensifie son réseau d'espionnage. Dès le début de l'année 1920, le Cairo Gang, gang du Caire, un groupe d'agents de renseignement britanniques, est envoyé à Dublin pour mener des opérations de renseignement contre les membres éminents de l'armée républicaine irlandaise, avec, selon les renseignements irlandais, l'intention de les assassiner. Le dimanche 21 novembre 1920, Michael Collins décide de faire abattre 14 agents britanniques ainsi que des membres appartenant au gang du Caire par les hommes du Squad, les 12 apôtres, une unité de l'armée républicaine irlandaise créée en 1919. Cette action est décidée car la veille au soir, les Auxies avaient torturé 2 volontaires parmi les hommes de Collins. Tôt dans la matinée, les agents sont alors assassinés à leur domicile, bien que 6 d'entre eux finiront par survivre à leurs blessures. Mais le même jour, un match de football gaélique a lieu. Ce sport est le plus populaire d'Irlande. Les premières mentions de ce jeu apparaissent sous le nom de Caïd au début du XIXe siècle. Dans les années 1860-1870, le rugby et le football commencent à devenir populaires en Irlande. Les règles du football, codifiées en 1863 par la Fédération anglaise de foot, se répandent rapidement. C'est alors qu'à la même époque, selon l'historien Jack Mahon, spécialiste du football gaélique, le football a commencé à laisser sa place à un jeu désordonné qui permet même les plaquages. À la fin du XIXe siècle, la Gaelic Athletic Association, voulant rejeter toute influence anglaise, désire se différencier du football anglais en rejetant par exemple la règle du hors-jeu. Souhaitant promouvoir des sports traditionnels, comme le hurling, tout en incluant le rugby, qui est très populaire,
Les règles du football sont retranscrites après une réunion par Maurice Devine, qui les publie dans la revue United Ireland le 7 février 1887. Pour en revenir donc au match, il se déroule dans le stade de Croke Park, à Dublin. Ce stade est extrêmement connu. Après la fondation de la Gaelic Athletic Association en 1884, ce stade a été utilisé à plusieurs reprises pour les sports gaéliques. Dès 1895, les finales des championnats gaéliques s'y déroulent. À partir de 1913, la GAA devint le propriétaire du terrain et le baptisa Croke Park en l'honneur de l'archevêque Thomas Croke, un des premiers patrons de la GAA. Mais avant 1919, le stade était lié à ces mouvements d'indépendance, lors de la révolte irlandaise de 1916, organisée par des groupuscules armés républicains et nationalistes souhaitant chasser les Britanniques d'Irlande. En effet, après cette insurrection de Pâques 1916, faisant 400 morts et plus de 2600 blessés, au terme de 6 jours de combat, les ruines laissées dans Saukville Street ont été exploitées pour construire un monticule permettant d'y construire une tribune, la tribune Hill 16. Le 21 novembre donc, la finale de football gaélique opposant Dublin à Tipperary rassemble une foule importante d'environ 15 000 personnes. Ainsi, dans son plan, Michael Collins voulait profiter du nombre important de spectateurs dans le stade pour que les membres du squad se dispersent et passent incognito. Alors que le match se déroule, des troupes britanniques appartenant aux Oxys et aux Black Tans débarquent dans le stade avec un char d'assaut, prenant possession du terrain et ouvrant le feu délibérément sur la foule de spectateurs. Plus de 14 personnes sont abattues, dont des enfants, et l'on compte plus de 65 blessés. La panique est à son comble et l'on évacue le plus vite possible le stade. Les représentants du gouvernement britannique au château de Dublin sont horrifiés. Ces exactions n'avaient en aucun cas été autorisées. Les événements du 21 novembre 1920 provoquèrent un tollé général ainsi que l'indignation la plus totale des Irlandais et de l'opinion internationale. La presse nationale et internationale n'hésite pas à condamner lourdement le Royaume-Uni ainsi que ses agissements meurtriers en Irlande. Ce massacre à Croke Park a contribué à l'impopularité de l'Angleterre et a encouragé les Irlandais dans leur révolte qui les a conduits à gagner un an plus tard la guerre d'indépendance irlandaise en 1921. 3 ans après la fin de cette guerre, en 1924, une tribune a été baptisée en souvenir de Michael Hogan, capitaine de Tipperary, mort ce jour-là. À partir de 1980, le stade se modernise et agrandit son nombre de places. Malgré tout, il reste un stade emblématique et reste lié à cette tragédie. En 2007, le stade a accueilli des moments historiques, comme le match du tournoi destination Irlande-Angleterre. Les vieux souvenirs du passé sont d'ailleurs remontés à la surface avant le match. Le Courrier international, dans un article d'avril 2009, met en avant plusieurs articles de journaux anglais. Le journal The Independent publiait « Les Anglais n'auront pas l'avantage d'être armés de mitraillettes et de véhicules blindés. Son importance n'est pas seulement sportive, mais aussi culturelle et sociale, pour dire au monde que la République d'Irlande, créée il y a moins d'un siècle, a atteint une nouvelle maturité. » L'hebdomadaire dominical britannique The Observer écrivait que Croker n'est donc pas un simple stade, c'est une bibliothèque de souvenirs, mauvais pour la plupart. Pour plus de recherches sur le sujet, je vous conseille tout d'abord l'article d'Alexandra Slaby de la guerre d'indépendance à la guerre civile 1919-1923, publié dans l'Histoire de l'Irlande 1912 à nos jours, sorti en 2016. Dans un tout autre genre, je vous conseille aussi la bande dessinée Croke Park Dimanche sanglant à Dublin, publiée par Richard Guérino et Sylvain Gache et sortie en septembre 2020 pour célébrer les 100 ans de cette journée sanglante.